Avec plus de 92 milliards de dollars américains comme budget en 5 ans, qu'est-ce qu'on peut attendre du deuxième mandat de Félix Tshisekedi, dont le gouvernement a été investi dans la nuit du mardi 11 à mercredi 12 juin dernier par l'Assemblée nationale? Et la Constitution dans tout ça, on en fait quoi? S'agissant de l'opposition, quel est son sort et sa place dans ce débat politique? Nous parlons de tous ces sujets sur fond des résolutions de conclave de LGD tenues récemment ici en République démocratique du Congo, le LGD, qui est le parti de l'ancien Premier ministre Matata Ponyo et dont le secrétaire général est notre invité dans le cadre de votre émission Dites-nous la vérité, Franklin Chamala. Bonjour et bienvenue. Bonjour, Madame Élisée. Secrétaire général du parti de Matata Ponyo, ancien vice-ministre du Plan. Ça fait un bon bout de temps que vous êtes dans l'opposition, ça devient pesant ou pas? Ça fait un bout de temps que nous sommes à l'opposition. Vous pensez que ça devient pesant? Jusqu'ici, nous ne sentons pas que ça pèse. Nous avons souscrit à cet engagement, l'engagement de militer pour l'avènement d'un État différent de celui que nous avons en ce moment. Un État où l'humanisme prévaut, un État où les lois sont respectées, un État où prévaut une gouvernance de qualité, et nous y travaillons en espérant que dans les années à venir, le rêve deviendra réalité. En tout cas, vous aviez nourri d'abord ce rêve de devenir député. Ça n'a pas été réalisé. Tout à fait. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Bon, ce qui n'a pas marché est connu de tout le monde. Non, concernant vous. Parce qu'il y a quand même ceux qui ont été élus. Hein. Vous concernant vous. Élus, oui. Sur les 500 députés qui siègent à l'hémicycle, bon, une proportion, peut-être de 10% a été élue. Les autres sont sortis de ce que vous savez. Non, je ne sais rien. Du braquage électoral, le hold-up, qui y a vu la CENI s'ériger en une régie des distributions des machines à voter, principalement aux candidats recrutés à l'Union sacrée. Ce n'est pas nous qui avons dénoncé. La dénonciation est partie d'un acteur ou des acteurs de l'Union sacrée, principalement ceux du parti d'Engobila, qui ont estimé injustement avoir été sanctionnés, alors que ces machines à voter leur avaient été distribuées à eux tous. Et vous savez ce qui en est suivi? Ce qui en est suivi, c'est que la CENI elle-même a reconnu le fait et a publié la première liste des détenteurs frauduleux des machines à voter. Elle a même promis de publier la seconde liste que nous attendons jusque maintenant pour connaître qui sont les vrais détenteurs des parts sociales dans cette régie, n'est-ce pas, des distributions de machines à voter et qui a été mise en place par la CENI. Nous en sommes là, madame. Donc, dans un scénario comme celui-là, où nous attendions les élections, et où autre chose que les élections nous a été offert, vous pensez vraiment qu'un parti comme le nôtre, avec Matata Ponyo à la tête, pouvait avoir autre chose que ce que nous avons eu? Bah ouais, en tout cas, le président lui a été élu et personne n'a remis, même lui-même n'a pas remis cela en question. Non, mais vous savez, il a été élu et de quelle manière? Il est parmi, si pas les meilleurs élus de la République, avec plus de 60 000 voix dans la ville de Kindu, mais simplement crédité d'environ 37 ou 40 000 voix. Où sont partis les 20 autres 000 voix? Est-ce que ce n'est pas le moment de faire une introspection vous-même, vous remettre en question, au lieu de faire de la CENI, allez, la cible un peu de vos échecs? C'est trop facile, au fait. Non, ce n'est pas nous qui faisons. Ça ne vous permet pas de faire une introspection qui n'a pas vraiment marché. Ce n'est pas nous qui faisons de la CENI le bouc émissaire, parce qu'elle n'en est pas un. La CENI elle-même a reconnu son forfait. Bien maintenant, est-ce que de notre côté, il y a des choses qui n'ont pas marché? Mais nous sortons de notre conclave politique, où au bout de 2 ans, parce que ce conclave a coïncidé avec la célébration de nos 2 années d'existence, nous avons passé en revue ce qui n'a pas marché, ce qui a marché. Au sein du parti, les écueils que nous avons connus, nos points forts, et tout ça a conduit à la prise d'un certain nombre de résolutions qui vont bientôt commencer à être mises en œuvre en vue de pouvoir remettre les partis en jeu dans la perspective des élections 2028. Mais globalement, au cours de ces conclaves, il a été reconnu
que la CENI n'a pas joué le rôle qui lui était assigné. Voici pourquoi de ce conclave, nous avons pris la résolution de travailler sur la réforme du système électoral de notre pays, une réforme devant conduire à la suppression de la CENI parce qu'elle ne sert plus à rien dans le pays. On parle justement, on commence par ces résolutions, donc il y a deux principales résolutions, en tout cas de ce que moi j'ai retenu. Il y a cette suppression de la CENI qui va nous conduire à la révision de la Constitution. La CENI, elle est constitutionnelle. Absolument, absolument, la révision de la Constitution. Donc vous êtes pour la révision et pour le changement. Mais ce n'est pas nous qui sommes pour la révision de la Constitution. La Constitution elle-même, elle définit les modalités suivant lesquelles elle peut être révisée. Donc nous n'avons pas à nous prononcer pour ou contre la révision. Ce contre quoi nous sommes contre, c'est le changement de la Constitution. Parce que vous savez, dans ce pays qui est le nôtre, nous vivons ce que nous qualifions chez nous de révolution démolissante. Une révolution démolissante conduite par le régime actuel, une révolution dans le cas de laquelle des animateurs institutionnels se sont placés au sommet de la pyramide normative, y compris au-dessus de la Constitution. Ils marchent sur la Constitution, mieux, ils ont même déchiré la Constitution parce qu'ils en font ce qu'ils veulent. Face à cette catastrophe, une Constitution qui a été violée, en ce qui nous concerne, plus de 30 fois, s'agissant de nous simplement, nous disons, cette Constitution-là, nous avons le devoir de la protéger, parce que c'est le seul contrat qui nous lie les uns les autres. Et donc, cette protection de la Constitution qui s'impose à nous, nous a conduit à prendre une deuxième résolution, dans le cas laquelle nous nous déclarons contre tout changement constitutionnel. Mais il faudrait peut-être essayer d'élargir, je ne sais pas moi, votre réflexion, d'autant plus qu'on a vu, en tout cas selon certains, la constitution actuelle de la République démocratique du Congo n'est plus adaptée. Bon, justement, s'il faut faire des révisions, il faudrait faire des révisions sur plusieurs sujets. Pourquoi ne pas mettre en place une nouvelle constitution qui, elle, prendra en compte les réalités de la République démocratique du Congo? Il faut avoir du courage pour le dire, l'assumer. Madame, nous l'avons déjà dit. Vous demandez la révision alors que le changement serait beaucoup plus global. Bon, voilà pourquoi, dans le cadre de ces échanges, nous avons mis sur la table la proposition qui est estampillée LGD. Et nous disons, il n'est pas question d'échanger des constitutions parce que la constitution de notre pays elle-même n'est pas déjà appliquée. Parce que ce n'est pas elle qui nous empêche de faire les routes. Ce n'est pas elle qui nous empêche de faire les hôpitaux. Mais ce n'est pas elle qui nous dit de piller les ressources publiques. Mais ce n'est pas elle qui nous dit de ne pas bien gouverner le pays. Et donc la Constitution, nous en faisons un bouc émissaire pour rien. Elle n'est pour rien dans la malgouvernance de notre pays. Et donc voilà, si nous voulons bien faire, nous pouvons faire avec cette Constitution parce que par le passé, elle a démontré qu'elle était adaptée aux réalités de notre pays. Vous prenez, je dis, vous pouvez faire avec cette Constitution, vous demandez la révision de la CENI, en tout cas le changement, la suppression carrément de la CENI. Certains risquent de demander autre chose. Voilà pourquoi moi je suis en train d'insister. Pourquoi ne pas s'asseoir et se dire, mettons en place une nouvelle constitution avec toutes ces innovations que vous voulez insérer pour les uns et les autres, ça sera plus consensuel. Ceux qui demandent le changement de la constitution ont à l'esprit une chose, donner au régime actuel, conduit par le président Tshisekedi, un troisième mandat, si pas un quatrième, un cinquième ou sixième. Vous êtes dans un procès d'intention. Hein. Et donc, non, c'est un procès d'intention. Ce n'est pas un procès d'intention. Le président Tshisekedi lui-même, à l'occasion d'une réunion secrète tenue avec les bonzes de la majorité, les bonzes de l'union dite sacrée, a dit des choses qui ne sont plus un secret. Il a notamment dévoilé son projet de mettre en place une nouvelle constitution qui donnerait ainsi à la majorité la possibilité de l'empiler autant de fois qu'il le faut. Il l'a dit et c'est sorti, ce n'est pas nous qui avons divulgué la chose. La chose a été divulguée par les mêmes acteurs. Vous pensez que le président a du mal à s'assumer? Pourquoi il ne s'assumerait pas s'il a besoin d'un troisième, il a la majorité? Pourquoi il ne le dirait pas tout? Non, mais s'il a besoin, s'il a besoin d'un troisième mandat,
Déjà, la Constitution, grâce à laquelle il gouverne le pays aujourd'hui, ne l'autorise pas. La révision de l'article 220 de la Constitution n'est pas autorisée parce que dans les contrats qui nous lient, les contrats politiques et sociaux qui nous lient, c'est un article verrouillé. Verrouillé, verrouillé, il n'est pas à déverrouiller. Et donc, madame, en ce qui nous concerne, nous disons qu'il faut aller chercher les problèmes du pays ailleurs que dans la Constitution. N'en faisons pas un bouc émissaire. N'en faisons pas un bouc émissaire, madame. Comment vous comptez arriver à cette révision ou à la suppression de la CENI? Quels sont les mécanismes que vous, LGD, comptez mettre en place pour arriver à cela? Nous sommes déjà représentés à l'Assemblée nationale. Combien de députés? Je crois un seul. Hein? Un seul, rescapé de ces braquages dont nous ne cessons jamais de parler, les braquages électoraux signés Kadima. Entre parenthèses, on va revenir quand même sur les mécanismes, on revient sur la CENI. Quand vous dites braquage, pourquoi vous siégez? Pourquoi vous dénoncez? Vous continuez à siéger alors que vous ne reconnaissez plus, vous ne reconnaissez pas les élections. Mais c'est une obligation pour nous. La logique aurait été de ne pas siéger, par exemple. Non. Depuis le début. Sinon, ne dénoncez plus. Non. Vous en êtes bénéficiaire. D'une manière ou d'une autre, vous êtes bénéficiaire. Non, on n'en est même pas bénéficiaire. Bénéficiaire en quoi et de quoi? D'un siège. Non, les sièges que nous avons eus. Et des privilèges dus à ce siège. Le siège que nous avons eu, nous l'avons eu de haute lutte. Contrairement aux autres qui ont eu leur siège après avoir bénéficié de l'offre gratuite des machines à voter qui sont censées être la propriété de l'État à travers la CENI. Nous disons, nous, c'est des hautes luttes. Hautes luttes parce que nous n'étions pas éligibles, n'est-ce pas, à la distribution de ces machines à voter. Que nous dénonçons et que nous continuons à dénoncer. Maintenant, nous siégeons pourquoi? Nous siégeons parce que nous voulons que là où ceux qui veulent nous voler tout, ils ont fini de voler les ressources du pays. Nous sommes dans un pays où le vol est en passe d'être édifié en sport national. Le vol-ball, qui n'est pas à confondre avec le volleyball. Eh bien, il est en passe de prendre la place du sport roi, le football. Et dans ce sport-là, vous voyez, ce sont les acteurs institutionnels qui sont compétiteurs. Le challenge, c'est de démontrer qu'on est habile pour voler les plus de millions de dollars possibles. Ça peut se retourner contre vous. On risque de vous brandir madame, beaucoup de vols qu'on impute à votre président. Non, mais jusqu'ici, pendant 5 ans, parce que vous parlez le vol du dossier, le vol ancien, le vol nouveau. Justement, je sais à quoi on fait allusion, Boukangalonzo, mais pendant 5 ans, on a fouiné, on a fouillé, on a même violé la Constitution. On n'est pas arrivé à démontrer que Matata Pognon, Premier ministre... On est resté dans la forme, le fond de l'histoire. C'est la forme d'abord qui tient le fond en respect. On regrettera toujours cela. On aurait dû débattre de fond pour savoir si oui ou non. Le dossier, nous le connaissons à fond. On le connaît à fond. C'est un dossier qui est vide dans son fond. Un dossier où l'on dit que le Premier ministre voulait voler l'argent affecté à la gestion d'un projet. Alors que ce projet, c'était un PPP qui liait le gouvernement congolais à un acteur sud-africain bien connu. On dit que le Premier ministre se serait mué en société sud-africaine pour commencer à voler l'argent. Ce n'est pas soutenable. Revenons à ce sujet. Pourquoi vous siégez? Non, ici, madame, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que à travers des mécanismes comme le RAM, on a volé l'argent au peuple congolais, même aux pauvres. À travers des mécanismes éhontés, on a surfacturé des petits projets de forage. Et on nous prend l'argent sur les comptes du Trésor comme on veut. Donc ici, il y a comme un master plan de détournement des fonds qui a été monté par le régime en place et dans le cadre duquel l'argent du Trésor est ponctionné comme on veut. Et au-delà de ces master plans du vol, on voudrait maintenant nous voler ce qui nous est cher. Notre droit à pouvoir désigner comme peuple, souverainement, nos dirigeants. On veut nous les voler. Avec une CENI qui voudrait se mettre à notre place pour commencer à désigner les dirigeants à notre place, parce qu'elle l'a déjà fait. Ça, on dit, non, nous sommes prêts à mourir pour ça. Voilà pourquoi nous disons, madame, que cette constitution n'est pas à brader. Elle n'est pas à brader. Donc, on nous volera tout sauf ce droit-là. Parce que le secret, tel qu'il sort des conciliabules privés de la majorité, c'est qu'ils veulent effectivement mettre le peuple à côté pour commencer à se passer les pouvoirs comme ils veulent. Vous êtes très bien informé de ce qui se passe dans on est acteur politique pour ça. On revenait, on parlait de pourquoi vous siégez.
Alors que vous dénoncez, vous décriez le processus électoral. Mais nous devons siéger là-bas pour porter notre voix là-bas, pour faire en sorte que les dégâts soient limités là-bas. Votre seule voix, Et nous- est-ce qu'elle sera audible? Ne vous en faites pas, ne vous en faites pas. Ceux qui sont là-bas, vous savez comment ils fonctionnent. Ils fonctionnent en mode facturation de leurs services. Vous avez vu que pour investir les gouvernements, qui est supposé sortir du sein de la majorité de l'Union sacrée, n'est-ce pas? La facture était salée. 30 minutes par député, 30 000 dollars par député, dont la facture est passée de 50 000 à 30 000. Vous me donnez l'impression d'être tellement informé de ça, parce que là vous parlez de 30 000 dollars qu'auraient touché les députés pour essayer d'investir le gouvernement. Vous avez des taupes au sein de la majorité ou comment? Mais dites-nous, madame, nous ne sommes pas congolais. On a des amis dans la majorité. Parce que ces gens qui sont dans la majorité, pour la plupart, mais sont des Quinois ici qui vivent, même quand ils viendraient de l'intérieur, ce sont des Congolais avec lesquels, pour la plupart, nous avons des relations. Les langues, c'est des lits, madame. Et donc, là, ce n'est pas un secret du tout. Une majorité qui est là et qui est supposée avoir engendré un gouvernement, n'est-ce pas, facture le gouvernement pour l'investir. C'est quelle majorité ça? Voilà pourquoi nous avons décidé d'être à cette table-là, pour porter la voix du peuple très haut et dire ce qu'il faut pour ce pays, parce que sinon le pays est déjà bradé. Madame, voyez-vous, nous sommes dans un pays, comme je le disais tantôt, où vous avez des tares qui s'érigent en valeur. Des tares dans ces pays, c'est le vol, le viol et tout. Pour être éligible à la nomination aux hautes fonctions, il faut s'être distingué dans ces tares-là. Sinon, vous ne passez pas. Et donc, dans cet environnement-là, nous, les LGD, nous avons résolu d'être là et de dire les pays ne méritent pas ça. Mais nous ne sommes pas les seuls. Nous avons des partenaires de l'opposition qui sont également là-bas. On parle tout de suite de cette opposition aphone, inexistante. En tout cas, selon certains, Tshisekedi a réussi il n'a même pas besoin de museler l'opposition parce qu'elle n'existe plus. Non, mais justement, comment voulez-vous que l'opposition existe face à une majorité qui ne joue pas les jeux démocratiques? Parce que l'opposition, elle est démocratique. Nous ne sommes pas une opposition armée. Nous sommes une opposition démocratique. C'est une opposition qui manque de conviction, qui manque des valeurs. Pas du tout. Pas du tout, madame. On voit. Pas du tout, madame. C'est le silence total. Pas du tout, madame. Mais je vous dis que nous sommes une opposition démocratique. Nous avons d'autres armes pour jouer face à un pouvoir qui utilise uniquement la violence contre nous. Quelles sont ces armes? Il n'y a pas d'adhésion populaire. Vous n'avez plus la population avec vous. Nous n'avons que la parole. Les armes que vous dotez. Non, madame, passez, faites les sondages. Posez la question. C'est ces peuples qui crient aux voleurs. Vous avez vu à la remise des reprises, dans beaucoup de cabinets, les ministres qui sont proches de l'UDPS sont hués par ces mêmes peuples qui crient aux voleurs, partout. Et vous estimez que ce peuple est encore avec eux? Madame, il n'y a pas plus opposant que le peuple. Nous sommes là pour porter la voix de ce peuple qui d'un coup se réveille. Mais vous nous dites, mais pourquoi vous ne faites rien d'autre? Que ferions-nous d'autre que parler? Nous sommes face à un pouvoir qui dispose d'une milice dans cette ville, les forces du progrès. Vous avez vu? Nous, au parti LGD, nous en sommes victimes. Alors que les LGD n'a aucune armée, ce parti a été attaqué en plein jour. Nous avons des candidats dans cette ville qui ont été bastonnés, violentés, des chemises déchirées, des véhicules détruits. Franck Diongo, dans l'entretemps, est en exil. Vous savez pourquoi il est en exil? La milice du pouvoir. C'est ça l'opposition démocratique que vous voulez voir. Les gens veulent nous voir prendre les armes, mais nous ne prendrons jamais les armes. Face au pouvoir qui misait l'opposition, ne demandez pas de voir cette opposition-là. Vous êtes en face d'un parti qui a eu à militer longtemps au sein de l'opposition. Oui. Ce n'était pas un parti qui subissait, tout en étant dans l'opposition. Vous nous donnez l'impression, avec tout ce que vous êtes en train de dire, de subir. Mais qu'est-ce que vous nous suggérez là? Non, moi, je ne vous suggère pas, c'est vous les acteurs. Vous nous suggérez, moi, je n'ai pas à vous suggérer. Vous nous suggérez de faire la même chose. Non, nous ne sommes pas à comparer avec ceux qui disaient faire la lutte non violente alors qu'ils étaient dans la lutte violente. Non, nous croyons à la lutte non violente, la véritable. On n'a pas de milices, madame, pour commencer à aller brûler les maisons des autres, pour commencer à les tuer dans la ville. On n'en a pas et on n'en aura pas de sitôt. Nous n'avons que notre bouche et notre stylo pour militer démocratiquement. Maintenant, n'interdisez pas alors à ceux qui opposent la violence à la violence pour équilibrer les forces. Vous comprenez?
Parce qu'il s'agit ici de masquer la lutte violente derrière un semblant de gouvernance démocratique. Nous ne sommes pas là. L'opposition qui est au Parlement, c'est une opposition démocratique et n'a que les armes démocratiques pour mener son combat. Et ces combats-là, nous les mènerons avec les mêmes armes jusqu'à ce que ce pouvoir comprenne. Et ce pouvoir comprendra. Parce que, comme nous l'avons dit, il n'y aura pas de changement de la Constitution. Nous l'avons dit aussi, nous sommes en train de négocier avec les partenaires de l'opposition, y compris ceux de la société civile, pour obtenir la réforme du système électoral et nous l'obtiendrons. Sur les deux sujets, est-ce que ce sont les seuls sujets qui feront partie ou qui font partie des négociations entre vous, acteurs de l'opposition, ou il y a bien d'autres? Parce que vous en avez souffert avant les élections, vous n'êtes pas arrivé à vous fédérer, à vous mettre ensemble, et c'est peut-être la raison pour laquelle vous n'êtes pas arrivé à avoir beaucoup de voix. Est-ce que l'opposition est en train de s'organiser pour s'unir, en fait? Non, ce n'est pas ça qui est à la base de peu de sièges qui nous sont attribués, n'est-ce pas, par les pouvoirs actuels. Ce n'est pas ça. La raison, vous devez aller la chercher dans le braquage et les hold-up électoral tel qu'il a été vécu dans ce pays. Il n'y a jamais eu de pareilles élections dans ce pays. Mais vous ne pouvez pas nier le fait d'être parti en ordre dispersé. Il y a été pour beaucoup quand même dans le résultat de l'opposition. Non. Il y a une part de responsabilité à ce niveau-là, mais arrivé au point où des gens qui n'ont aucune assise sont nommés, donc désignés comme députés à la place de ceux qui ont l'assise, c'est un scandale, madame. Il y a dans cette ville des gens inconnus, y compris par leurs propres voisins, qui sont désignés députés nationaux. Je dis des gens inconnus, des illustres inconnus, députés nationaux, mais inconnus de leurs voisins. C'est quoi ça, madame? Ça ne s'appelle pas député, ça. Et donc, nous, l'opposition, avec le peu de sièges que nous avons là, le peu de sièges qui nous a été donné par pitié par ce régime qui nomme les députés nationaux, nous allons faire entendre notre voix parce que la voix, elle porte. Et cette voix, c'est la voix du peuple. Ce sera une voix. Qu'est-ce qu'on fait de ceux qui sont à l'extérieur, justement? Quels sont les conciliabules que vous comptez Mais mener? nous avons un projet de règlement d'ordre intérieur qui va régir l'opposition politique dans la perspective de la désignation du porte-parole de l'opposition politique. Et on l'aura enfin dans cette législature. Nous espérons que ce pouvoir, malgré tout, pourra faire en sorte que ces porte-paroles soient désignés pour être l'interface entre eux du pouvoir et nous de l'opposition. Vous vous rendez compte que vous êtes à la solde du pouvoir, hein. Vous êtes tellement dépendant que vous êtes pratiquement en train de supplier alors que c'est une exigence. Nous ne subissons pas, parce que il appartient au pouvoir de faire en sorte que le règlement de l'intérieur que nous sommes en train de négocier entre nous soit alors d'abord reçu au Parlement par les bureaux, qu'il soit sanctionné de ces côtés-là, et qu'en fin de compte, les processus de désignation de ces porte-paroles-là soient engagés parce que ce processus est aussi conduit par les bureaux de l'Assemblée nationale. Mais oui, parce que ça ne dépend pas de vous. Sur base de quoi vous faites des règlements d'ordre intérieur alors qu'on sait que c'est le Sénat, le Parlement. En tout cas, c'est le Parlement. Non, c'est en fait nous qui devons présenter le projet de règlement intérieur. Nous, l'opposition, et principalement l'opposition parlementaire qui se concerte en ce moment avec l'opposition extra-parlementaire. Donc ça, c'est une tâche, rassurez-vous, qui est déjà faite presque à 90%. Et donc, il restera maintenant la bonne foi du pouvoir pour achever ce processus-là. Et même alors, même si ce processus n'est pas achevé, nous sommes en train de fédérer déjà. Et nous allons le faire dans la perspective des élections 2028. Vous n'attendrez pas, vous n'allez pas attendre les dernières minutes, comme vous avez toujours l'habitude de le faire. Nous avons tiré les leçons du passé récent. Et rassurez-vous que nous sommes en train d'aller vers des nouvelles perspectives avec l'opposition. C'est comme ça, madame. Et donc, nous sommes allés d'entrain vers des nouvelles perspectives avec l'opposition. Les concertations sont très avancées. Les concertations sont très avancées. Le peuple, en tout cas la population, quand vous les interrogez, ils disent mais ils sont seuls, tellement abandonnés qu'ils n'arrivent plus, ils ne savent plus à quel sein se vouer, ils attendent un mot. Il n'y a plus de leader incarné au sein de l'opposition. Est-ce que vous dites LGD, Matata a un quoi jouer? Non, madame, à quoi est-ce que vous pensez? Parce que vous parlez de notre peuple. Mais c'est ce même peuple qui a accompagné le président Tshisekedi
au stade des martyrs, un peuple nombreux, lors de son investiture. C'est ce même peuple qui fête avec les députés qui ne sont pas élus du tout. Notre peuple a sa part de responsabilité. Vous savez, l'éveil de ce peuple est important. Il est important que ce peuple comprenne finalement où se trouve son intérêt. C'est fini, ce peuple doit quand même comprendre que si les Sénégalais en sont venus à en finir avec le régime passé, c'est parce que le peuple s'était mis debout et aura compris, et avait compris de quel côté se trouvait son intérêt. Donc ils doivent arrêter de pleurnicher, ils doivent s'assumer. Mais ils doivent s'assumer, le peuple doit s'assumer. s'assumer. Faire les frais de leur propre turpitude. Absolument. Nous sommes et les pouvoirs et l'opposition issus de ce peuple. Et chaque peuple a des dirigeants qu'il mérite. Vous êtes en train de dire, bah ouais, moi, subissez parce que vous l'avez voulu. Mais qu'est-ce que vous voulez? C'est ce que vous dites. Moi, là, je vous dis, je suis à Victoire, en train d'aller acheter quelque chose à Victoire, le jour de l'investiture. Je vois des gens alignés jusqu'à Kimpoanza, attendant de rentrer au stade des Matis. Il y en a qui me reconnaissent, qui disent, Monsieur Chamala, venez, nous sommes là, mais nous allons fêter le chef de l'État. J'ai dit, mais j'irai fêter une tricherie. Ils me disent, non, Tika Makamba tricherie, c'est les Kikaka. C'est ce peuple. Vous comprenez? Maintenant, de quoi ce peuple se plaint-il? Est-ce que vous êtes Pourquoi ce peuple crie-t-il au voleur? Vous mélangez le peuple et les militants des partis politiques. Est-ce que vous entendez ce peuple-là qui, lui, n'est pas dans tout ce qui est fanatisme, mais qui essaye de chercher juste l'amélioration? Mais madame, mais qu'est-ce que vous dites? Les militants, là, ils sont issus de qui? Ils sont issus de nos familles. Ils sont issus de nos familles, ces militants-là, que vous doitez. Maintenant, s'il y a une infime minorité qui réfléchit, qu'est-ce que cette infime minorité-là vaut par rapport à cette grande foule qui court après 1000 francs, 2000 francs, que n'importe qui peut donner? Vous comprenez? Donc, l'équation est là. Notre équation nationale est à ce niveau-là. Nous sommes un peuple des contradictions nombreuses. Nous devons en sortir si nous voulons honorer la mémoire de Lumumba et de Kasavubu et des autres. Qu'est-ce que vous comptez faire? Parce que vous avez relevé ce contrat. Nous y travaillons, madame. Mais oui, vous travaillez en quoi faisant? Vous sortez d'un conclave. Quelles sont les résolutions pour essayer d'éviter ces différentes contradictions au sein même de ce peuple qui tantôt madame, dit je vous ai dit merci Tshisekedi et de l'autre côté pleure parce qu'il n'y a pas d'eau, pas de courant, pas de route? Mais madame, nous y travaillons, nous avons un programme important pour relancer le jeu et le combat, et nous y sommes déjà. Cette émission participe effectivement aux nombreuses actions que nous avons programmées et que vous allez vivre d'ici là. Qui vivra, verra. On va revenir rapidement sur la suppression de la CENI, parce que j'ai cru entendre, en tout cas vous allez infirmer ou confirmer, que pour LGD et Matata Ponyo, on doit supprimer la CENI, mais après confier la gestion du processus électoral à un cabinet. Un cabinet international, oui. Vous bradez la souveraineté à ce point. Mais madame... Vous bradez la souveraineté du pays à ce point? Un instant, madame Élysée, regarde-moi en face. Ben, voyez, pensez-vous que la sécurité, c'est un domaine qui est moins souverain par rapport à la gouvernance électorale? À l'est de notre pays, les armées étrangères sont présentes à la demande de notre gouvernement. À l'est de notre pays, il y a des groupes de mercenaires qui sont recrutés. Agemira, le groupe Agemira, le groupe français, et d'autres qui sont payés par les trésors. Qu'est-ce que vous faites de la souveraineté avec la participation de ces nombreux groupes face à notre armée? Vous faites quoi? Pensez-vous vraiment que les domaines de sécurité nationale est moins souverain que le domaine de la gouvernance électorale? Rassurez-moi, vous êtes en train de soutenir l'action, c'est que Félix Tshisekedi a fait en ramenant les armées étrangères. Non, parce que vous êtes en train de le copier là. Non, pas du tout. Nous n'avons pas encore émis une opinion là-dessus, pour autant qu'il nous a dit que c'était la solution pour amener la paix à l'est de notre pays. Beaucoup de millions sont partis, j'ai mis des milliards, puisés du trésor, sont partis, et la paix peine à arriver. Notre peuple vit une insécurité que l'on n'a jamais vécue dans ces pays. Non, mais vous comparez votre opposition à ce qui est en train d'être fait sur le plan sécuritaire. C'est une comparaison. Est-ce une façon d'appuyer cela? Non, c'est une comparaison comme pour vous dire que face à la catastrophe que nous vivons avec cette CENI, qui est inféodée maintenant par un parti politique, les Kadima, les Kazadi Peter, les Kazadi Nicolas, cette CENI qui est inféodée par un parti politique, qui devient même le prolongement d'un parti politique, suivez mon regard, lorsque les acteurs du parti d'Engobila crient
à l'injustice, ils vous disent les machines à voter nous ont été distribuées par nos partenaires de l'UDPS. Où est-ce qu'ils sont allés chercher ces machines? Ils les ont trouvées comment? On À Somba Zigida? revient sur votre proposition. Nous revenons sur notre proposition maintenant. Cabinet. Nous estimons que le cabinet international est susceptible de nous donner des élections crédibles, transparentes. Et rassurez-vous que dans des élections de ce genre-là, la plupart de ceux qui clament ici qu'ils ont été élus vont sortir avec 0 voix. Mais comment Ils vous mordront ne croyez même pas à ce peuple-là, vous ne croyez même pas à l'expertise congolaise. Et c'est ça qui est triste aussi dans cette démarche ou dans cette proposition. Madame, face à un régime, je vous ai dit, qui se place au-dessus du pyramide normative, sont les animateurs nationaux qui estiment qu'ils sont au-dessus même de la Constitution. Face à ces régimes, vous pensez vraiment que nous pouvons espérer avoir des gens crédibles pour piloter le processus électoral? Mais vous n'y croyez même pas. Vous ne Nous pensez n'y pas croyons- que vous, en nous tant disons- qu'acteur politique congolais, nous disons- vous êtes en même Madame, de mettre en place une CENI avec l'expertise congolaise. CENI est indépendante. La CENI indépendante, qui puisse organiser les élections transparentes et crédibles, madame, c'est loin, loin des aspirations du régime que nous avons en face de nous. Voilà pourquoi nous disons transitoirement, pour restaurer la confiance entre nous et pour respecter ces peuples et honorer la mémoire de ceux qui sont morts pour la démocratie, qu'il faille recourir à un cabinet indépendant pour nous départager. Congo Challenge, quoi. Non, pas absolument. Un cabinet international. International. Ouais. Prenez Cooper Price, qui sont ici. Prenez... C'est le même gouvernement KPMG. que vous décriez qui sera appelé à recruter Mais au moins, ce cabinet. Hein. Mais au moins le cabinet... Qu'est-ce qui ne vous dit pas qu'il sera en accord avec ce cabinet? Mais au moins... Vous faites plus confiance à ces gens-là. Moi, j'en tombe les bras m'en tombent, je suis désolée. Hein. Non, mais les cabinets internationaux, au moins, quand ils pilotent des missions d'audit chez nous, des contrôles, y compris des contrôles du gouvernement qui les recrute, ils vous sortent tout ce qui est dans les tiroirs. Ils n'ont pas de parti pris, ces cabinets-là. Au moins, ils vous disent la vérité. Et nous pensons que ces cabinets-là, pilotant un processus comme ça, ceux qui se réclament être élus là vont mordre la poussière. Vous comprenez mon ahurissement, mon désarroi d'entendre un acteur politique congolais dire qu'il ne fait pas confiance aux Congolais, mais qui veut travailler avec des Congolais. Moi, les bras m'en tombent. Mais madame, les bras m'en tombent. 1 milliard 200 000 dollars ou 300 000, c'est le financement de ces élections. 1 milliard 300 000 dollars. Ça valait la peine? Ça nous a donné quoi? Mais 5 milliards 300 000 dollars pouvaient permettre à Congo Airways de disposer d'autant d'avions qui serviraient le peuple. Mieux que la CENI l'a fait. 1 milliard 300 000 dollars pouvait permettre à Transco de se relancer. Transco qui en est maintenant à acheter du carburant auprès de Kadhafi. Madame, Transco achète du carburant auprès de Kadhafi. Parce que la subvention en carburant n'existe plus. Maintenant, je dis, face à ces master plans des détournements de fonds, y compris des détournements ou de vol de notre droit légitime à désigner notre peuple, nous avons raison de dire la CENI niet. Mais aussi, en même temps, nous interpellons Madame Soumina qui a bien présenté son plan d'action. On en parle. Ah bien, nous l'interpellons parce que nous voulons savoir, face à ces master plans de détournement qui est tenu par les régimes, elle va faire comment? Elle qui n'est que Premier ministre. Face au président qui est chef de l'exécutif, elle fera comment? Mais en tout cas, mon ahurissement reste là. Donc, on est en face des personnalités politiques qui ne croient même pas à la population, au peuple congolais, au point d'aller chercher l'expertise. Oui, madame. Ailleurs, on parle de cette personne et vous risquez de me faire croire que cette personne compétente n'existe pas en RDC, un pays de 100 millions d'habitants. L'Église catholique et l'Église protestante ont été neutralisées par ce régime. L'Église catholique et protestante, qui sont réputées être des églises au milieu du village, ont été neutralisées par le régime. De colonisation, M. Chamala. Ces églises ont été exclues. Lumumba est en train de se retourner dans sa tombe quand il vous entend dire ça. Non, mais ces églises... Avec une telle proposition, Lumumba est en train de se retourner dans sa tombe. Madame, nous n'avons pas d'autre choix que ça. Non, mais Lumumba pleure Aujourd'hui, madame. Lumumba est en train mais est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, il y en a qui regrettent le fait que nous soyons aujourd'hui indépendants? Vous en faites partie. Mais j'en fais partie. J'en fais partie. Tout l'héritage colonial en termes d'infrastructures scolaires,
nous en avons fait quoi? Et vous vous étonnez d'avoir échoué. Mais je ne m'étonne même Rien pas. ne vaut la liberté, Je ne m'étonne même rien pas. ne vaut l'indépendance, Madame, même dans la pauvreté. mais je ne m'étonne même pas. Je ne m'étonne même pas. Mais Parce oui, il n'y qu'aujourd'hui, a pas une adhésion. Aucun Congolais ne peut accepter, en tout cas une majorité de Congolais n'acceptera non, pas. madame, aujourd'hui, nous recourons au faire FMI pour financer notre économie et à la Banque mondiale, comme si nous manquions de ressources, que nous pillons nous-mêmes ici. L'indépendance a servi à quoi, madame? L'indépendance aura servi à quoi? ça sera la Ah thématique ben voilà. de notre prochaine Et donc, émission. nous en sommes On là, continue. nous persistons, nous les LGD, nous disons, un cabinet international permettrait d'avoir des élections beaucoup plus crédibles, des élections qui nous permettraient d'avoir des élus qui ne vont pas facturer leur service au gouvernement. Ouais, pour le Comme à LGD. l'époque avec Tshisekedi. Tshisekedi est présenté comme candidat Premier ministre à la conférence nationale souveraine. Tshisekedi le père, disais-je. Il est face à un candidat du pouvoir qui amène beaucoup d'argent. Tshisekedi dit à ces candidats-là d'y donner l'argent, mais vous ne serez pas élus. Et vous avez vu, le peuple a pris l'argent et a voté pour les candidats qui étaient porteurs de ses espoirs. C'est tout. Nous avons besoin des élus qui sont légitimes, qui comprennent où se trouve l'intérêt du peuple. Et ces élus-là, nous ne pourrons pas les avoir dans des élections qui sont concoctées par une affaire comme la CENI ici. Nous les voulons avec des cabinets internationaux, transitoirement, en attendant que ces pays puissent se doter d'une gouvernance civilisée. On continue, on parle cette fois-ci quand même de l'investiture de gouvernement souminois. C'est vrai que c'était pénible, l'attente était longue. Près de 6 mois après, 5 mois après, certains sont en train de dire que c'est aussi à cause de la Constitution qu'il y a eu ce retard-là dans l'installation des différentes institutions issues des élections de 2023. Mais vaut mieux tard que jamais, il est là. Qu'est-ce que ça vous inspire déjà, ce gouvernement? On parle d'une souminois qui a eu à travailler à une époque avec un certain Samba Mukoko, qui était lui-même vice-premier ministre de Matata Ponyo. De bon augure quand même. Le profil, il est beau. Bon, cette connexion-là, elle est bonne à faire. C'est pas un raccordement frauduleux, hein? Non, pas du tout. Non, mais le contexte a changé. Matata a travaillé dans un contexte où il avait les pleins pouvoirs de la part du président sortant. J'ai dit les pleins pouvoirs. Ici, vous avez une première ministre qui arrive Kabila qui on passe d'être béatifié par Oui. certains qui l'ont quitté. Tout à fait. On passe vraiment d'être nous, on l'a jamais béatifié quitté. sans Kabila. Nous, on l'a jamais quitté. Pourtant... On l'a jamais quitté. mais c'est... Ah bon? Ah oui, Kabila. Mais Kabila. Matata ne l'a jamais quitté. Mais il a quitté pour aller où? Ah, ce sont des aveux quand même. Il a quitté pour aller où? Matata est inscrit à l'opposition comme Kabila. Maintenant, venons-en au fait. Le contexte est différent. Plein pouvoir pour Matata, mais ici avec des premiers ministres qui n'ont pas du tout de pouvoir, parce que tous les pouvoirs sont concentrés entre la main du chef de l'État et de vous son êtes toujours cabinet. dans les procès d'intention, vous n'en savez rien. Non, elle vient non, à peine de non, non, commencer. non. Qu'est-ce qui vous dit qu'elle n'a Non. pas le plein pouvoir? Mais madame, mais vous avez eu Samalou Konde, j'allais dire Samalou Konde, excusez-moi, Samalou Konde au pouvoir, premier ministre, tournant en rond. Avant lui, c'était le professeur Ilunga Ilunkamba. Maintenant, Madame Soumouina qui arrive, vous savez que nous sommes dans un régime politique semi-présidentiel, n'est-ce pas, où le président est chef de l'exécutif, parce qu'il est membre de l'exécutif. Tandis que la première ministre n'est que chef du gouvernement. Même pour diriger le conseil de ministres, la première ministre doit obtenir, n'est-ce pas, le mandat du président de la République. Vous comprenez? Nous nous trouvons dans un contexte où le président vient de faire un gouvernement éléphantesque avec des postes des ministres régaliens qui sont reconquis par ses plus proches. Il a gagné les élections. Merci, ses plus proches. Nous sommes dans un contexte où la Première ministre a dit « Je veux un gouvernement réduit de 40 membres. Je ne veux pas de chef de parti. » C'était sa première déclaration. Mais au finish, elle a un gouvernement de 53 membres ou 54, alors qu'elle projetait d'en avoir un gouvernement de 40 membres. Elle a un gouvernement où les chefs de parti sont présents, contrairement à son vœu de départ, elle qui n'est pas chef de parti. Ça veut dire que quelqu'un lui a imposé, et j'imagine que c'est peut-être le chef de l'État qui négocie ces choses avec lui, avec elle. Maintenant, quelle est la marge de manœuvre qu'elle dispose pour faire passer les axes de son gouvernement ici, qui ambitionne également de travailler sur la lutte contre la corruption et les détournements de fonds dont les acteurs sont connus. Elle a quelle marge de manœuvre?
Aucune, d'après vous? Il n'y a pas de marge de manœuvre, madame. Nous sommes là en train de déplorer un contrat qui a été négocié et signé d'ailleurs sur l'impression des cartes d'identité. Un contrat, j'ai dit, signé, validé même, autour d'environ 700 millions de dollars, mais un contrat qui est signé avec un partenaire inexistant en France. C'est l'IGF qui vient de le révéler. On était en... L'IGF qui est nommé par Tshisekedi lui-même. Hein. Mais je dis bien, c'est l'IGF donc qui une vient... preuve qu'il combat la corruption. Madame, un instant, nous en sommes là. Nous sommes en face des contrats comme ça qui sont nombreux. 700 millions. Mais qui préconisait quoi? Un contrat où on vous dit l'État congolais fournit 113 millions de dollars pour ce projet-là. Les partenaires amènent le reste, c'est un PPP. Mais ces partenaires n'ayant pas l'argent, il dit « Je voudrais avoir la garantie du gouvernement par sa banque centrale pour lever les 500 millions de dollars et plus à travers une banque commerciale qui est disposée avec les données. » Un partenaire qui n'a même pas un seul sou, qui voudrait que la banque centrale, donc le gouvernement, nantisse, garantisse ce prêt qu'il contracte pour actionner l'opération d'édition des cartes d'identité pour les Congolais. Heureusement, quelques inspecteurs de finances assez vigilants, patriotes, sont rentrés dans les contrats, ils ont décelé le dol et l'ont porté à notre connaissance. Des contrats comme ça sont nombreux. Comme quoi, il n'y a pas que du mauvais dans Tshisekedi, hein, avec certaines... Madame, heureusement pour vous je vous dis là-bas, c'est un championnat des détournements des millions. Il faut donc la vigilance citoyenne. Et comme ces citoyens-là, des bons citoyens, existent encore dans les services publics de l'État, il y en a qui dénoncent. Mais ça passe toujours. Je vous ai dit que la plupart des ministres sortants sont hués dans les cabinets ministériels. En principe, ils devaient être arrêtés aussitôt après, parce que j'ai entendu que le ministre de la Justice a les projets d'arrêter les gens. En principe, il devait commencer par là. Mais quel pouvoir a-t-il pour arrêter ceux qui sont proches du parti au pouvoir? Au regard de cette concentration du pouvoir du président de la République, on va revenir encore à la Constitution. Est-ce que ce ne sont pas ça autant d'éléments qui permettent à certains aujourd'hui de dire « mais on doit changer cette Constitution ». Madame, est-ce que c'est cette Constitution... Parce que c'est la Constitution qui donne au président ce pouvoir-là d'être le chef de l'exécutif. Non, mais un instant, c'est cette Constitution qui dit au président de laisser ses conseillers se substituer au ministre. C'est cette Constitution-là qui laisse la marge au conseil du chef de l'État, qui actionne des crédits budgétaires des ministères entiers pour faire passer des projets qu'ils ont montés frauduleusement avec certains de leurs amis à l'extérieur. Ce n'est pas la Constitution qui le dit. C'est des mafieux qui se sont installés et qui ponctionnent l'argent au vu aussi tout le monde des comptes de l'État. Ce n'est pas la Constitution qui laisse cette marge-là aux uns aux autres. Donc, avec un œil attentionné, on peut arrêter ces choses sans modifier la Constitution. Sans modifier la Constitution, on parle de ce gouvernement, budget quinquennal estimé à plus de 92 milliards de dollars américains. Sur papier, 92 milliards qui ont été... La capacité de mobilisation, elle est là. Hein. J'espère. Elle a été allouée, en fait, cette enveloppe est allouée à raison de 30% ou 35% au secteur qui concourt à la création d'emplois. 25% en création, 20% sécurité, je crois. Ben voilà, on y va comme ça. Mais cette allocation des ressources me fait rire, madame. C'est une allocation qui se fait sur base des prévisions. La vraie allocation des ressources se fera sur base du plan des trésoreries. Et nous attendons de voir qu'est-ce qui va en sortir. Parce que ce plan de trésorerie, il tient compte de ce qui entre. Le ministre des Finances l'a dit, je fonctionnerai sur base du plan des liquidités. Pas sur base de ces spéculations autour des budgets des 18 milliards qui n'est que virtuel, madame. Virtuel. Maintenant, je dis, supposons même que ces 92 milliards-là soient susceptibles d'être mobilisés. Lorsque vous aurez soustrait 70% qui vont aller dans le vol-bol, la capacité de détournement est telle que près des 70% sort déjà pour aller faire des maisons en Europe et tout et tout. Qu'est-ce qui reste au peuple congolais? La conséquence, c'est que les fonctionnaires sont impayés. Ces fonctionnaires qui étaient payés avec un budget de 5 milliards par Matata sont impayés pendant autant de mois. La conséquence, c'est que
on ne sait pas acheter un bus pour Transco, alors qu'on nous a dit ici qu'il y avait une usine qui était montée à Limité pour produire les bus Mercedes. La conséquence, c'est que même pour acheter un pneu d'avion, Congo Airways est obligé de s'adresser aux Brésiliens et tout pour avoir des pneus d'occasion, des pneus à crédit. Madame, mais ces budgets-là faramineux, ces chiffres-là redondants que l'on est en train de nous présenter face aux indicateurs macroéconomiques qui sont rouges, représentent quoi? Représente quoi? On va bientôt terminer cette émission, mais on retrouve dans son gouvernement, elle le disait tout à l'heure, certains visages qui ont travaillé avec le président de LGD, Matata Ponyo. Oui. C'est de bon augure quand même. Nous leur souhaitons plein succès. Coco, qui a été la plaque tournante dans la bancarisation quand même. Plein succès, mais le contexte. Parce que lorsque vous lisez les plans d'action, il est déroulé sur fond du contexte. Et ce contexte met en exergue les défis importants auxquels ce pays fait face. J'ai eu le temps de lire ces plans, madame. C'est ça. Le diagnostic, il est là. Il prend le contexte et il vous met en face des défis importants. Les défis importants, c'est effectivement cette espèce de prise en otage de la gouvernance du pays par l'espace de la présidence du pays, avec des conseillers qui pensent et qui croient fermement que ce sont eux les vrais ministres. Mais peut-être ça va changer parce qu'il y a un nouveau directeur de cabinet. Ça ne dépend pas du nouveau directeur de cabinet. Oui, mais on sait, mais il y a quand même dans le chef du président de la République une volonté Madame, vous voulez que j'en dise un mot? Mieux faire. Vous voulez que j'en dise un mot? Je vous en prie. Le nouveau directeur de cabinet, il est là. Il vient d'entrer en fonction. Il n'est pas de l'IDPS, madame. Mais raison de plus. Non, mais justement, il aura aura dire qu'il y a une volonté dans le chef de l'État à moins qu'il ait adhéré la nuit. Cette vision, cette perception. À moins qu'il ait adhéré la nuit. C'est un pasteur qui est pris dans la même église que les chefs de l'État. C'est pas un péché. Non, c'est pas un péché. Moi, j'apprécie beaucoup. Je suis chrétien. Et il a un parcours qui ne peut être remis en question. Moi, j'ai travaillé avec lui au conseil d'administration de l'ASCP. Ne voyez pas que ça. C'est un homme intelligent. Mais l'intelligence ne suffit plus pour faire avancer ce pays. Parce que l'UDPS nous a prouvé que l'intelligence est à mettre entre parenthèses. Ce sont les muscles. J'ai vu des jeunes de Force du Progrès rentrer dans une société ou quoi et ordonner que la remise et reprise se fasse. Nous sommes où, madame? Où se trouvent les animateurs nationaux? Des jeunes gens délinquants rentrent et vous disent faites la remise et reprise. Si vous ne faites pas, nous vous tapons ici. Vous avez vu de quelle manière Mme Mabunda a été chassée de l'Assemblée nationale. Il n'a pas été démis par l'Assemblée plénière. Il est démis par des jeunes de Force du Progrès, derrière Kabound, qui entrent avec machette et gourdin et qui disent Mme Mabunda, vous n'êtes plus présidente. Nous sommes dans quel état? Dans quel état? Un état voyou. Oui. Un état voyou, madame. Et donc nous disons, Madame Soumouino, avec les ministres, parmi lesquels nous avons les meilleurs enfants de ces pays. Nous leur souhaitons plein succès. Mais nous disons, le goulot d'étranglement, il est à ce niveau-là. Je ne suis pas le seul à le dire. J'ai entendu les députés à l'Assemblée nationale, parmi les meilleurs, dire attention, Madame Mabunda, non, Madame Soumino, attention, vous risquez de tomber dans le nœud gordien, de ceux qui tiennent le pouvoir. Et attention, et faites toujours attention. Le problème de ce pays, pour Franklin Tchamalin, on va clôturer par ça, au regard de tout ce que vous avez eu à dénoncer. Donc le problème en République démocratique aujourd'hui s'appelle Félix Tshisekedi. Mais absolument. C'est notre président. Nous ne pouvons pas nous gêner de lui dire. Le problème, il est porté par lui. Mais il est incarné par lui. Le problème, lorsqu'il aura fait son évaluation, son diagnostic, il faut qu'il s'amende. C'est important, madame. Qu'est-ce que vous lui suggérez pour les 5 prochaines années pour qu'il puisse pas réussir son mandat seulement, mais améliorer? Déjà, je crois qu'il est dans les processus. Il est en train de comprendre. Regardez, il fait partir un directeur du cabinet UDPS. Il le remplace par un non-UDPS. Mais c'est un message. C'est comme pour dire, j'ai identifié le mal, la source du mal. Moi, c'est comme ça que je décrypte ce message. Maintenant, il faut qu'il aille loin. On m'a dit qu'il est en passe de restructurer son cabinet. Lorsqu'il l'aura fait, et que j'aurai identifié dans son cabinet que des nouvelles intelligences sont arrivées, des nouvelles intelligences qui ne sont pas dans la philosophie du vol-bol. Je reviendrai ici et je lui dirai merci. Pour le moment, j'ai dit, Président, je ne suis pas encore satisfait du travail que vous faites. Vous êtes aussi mon président, même si je suis à l'opposition.
Quelques ministres qui sont là, vous inspirent-ils confiance? Oui, mais je vous ai dit, Pas madame, quelques ministres en tout cas. les intelligences, il y en a Oui. au gouvernement. Il y en a les intelligences, mais le contexte, ils sont dans un étau, dans un goulot d'étranglement, et ils le savent eux-mêmes. Ils le savent. Alors maintenant, bon, ils ont choisi d'y être pour des raisons qui leur sont propres. Bon, ils vont continuer à faire semblant de travailler, mais ils n'auront que leurs yeux pour pleurer à la fin. Leurs yeux pour pleurer à la fin, mais on verra si à la fin ils vont pleurer, parce qu'on peut sentir dans le chef de certains cette détermination à Elle ne pouvoir suffit pas. faire différemment Elle les ne suffit choses, pas. mais on les attend. Il faut On les faire sauter attend les goulots encore. d'étranglement. Et je vous ai situé les goulots d'étranglement. C'est au sommet de la pyramide normative où se trouvent des gens qui pensent qu'ils sont au-dessus de tout, y compris de la Constitution. Franklin Chamala, moi je vous remercie d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie, madame, de m'avoir honoré par cette invitation-là. Merci infiniment. Merci aux téléspectateurs. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre dans le cadre de cette émission Dites-nous la vérité. On se dit au revoir à très très bientôt pour un nouveau numéro de votre émission. Et en attendant, écrivez-nous, laissez des messages. On sera toujours là pour vous. On se dit à très bonne suite de programmes sur nos antennes. Prenez soin de vous. Merci, madame Élisée.